quand tu l'as créé, est-ce que tu avais déjà entre les mains, sous le coude, quelques manuscrits que tu souhaitais porter, que tu avais choisis déjà? Ah oui, oui, oui. C'est parce qu'il y a d'abord eu les manuscrits qu'il y a eu la maison d'édition. Enfin, il n'y en avait pas 500, il y en avait deux. Un texte italien que j'avais repéré et le texte de Frédéric de Boccard. Les Trimbaliens qui trimballent depuis 10 ans. Voilà. Après, bon, j'ai commencé la maison d'édition, j'avais 33 ans, 34 ans. À 20 ans, je disais que je serais éditeur. Hein, mais bon, voilà. Comme on dit qu'on veut être footballeur professionnel à 16 ans, j'étais surtout un lecteur, quoi. Enfin, donc, voilà. Mais les manuscrits, oui, j'avais deux textes, dont un texte italien, le texte qui a été adapté au cinéma par Bolognini, qui s'appelait L'héritage Ferramonti, et j'étais parti sur ce texte parce que j'avais lu une interview de Jean Gilli, un grand historien du cinéma italien. Et dans cette interview, Bolognini racontait la genèse du film et il disait qu'Italo Calvino était venu le voir en lui disant non, c'était pas Italo Calvino, c'était Pasolini qui était venu le voir en lui disant que c'était le meilleur livre de la littérature italienne, cet héritage Ferramonti, ce qui est quand même pas le cas, faut pas exagérer. Et donc c'était un texte qui était sorti dans la collection de Santo Pagine de chez Einaudi. Donc la collection d'Italo Calvino. Et Italo Calvino me disait pareil, c'est le meilleur livre de la littérature italienne, mais il était éditeur du bouquin, donc ce qui m'a un petit peu pouvait atténuer son propos. Donc j'avais ça, et puis le texte de Frédéric de Boccard qui racontait la rencontre imaginaire entre Blaise Cendrars et Rimbaud. Voilà. Et donc je suis parti avec ces deux petits textes, avec deux. À l'époque, on appelait ça des chromalins, mais j'adore le nom, et qui étaient des sortes de fiches où j'avais fait la couverture du livre, et je partais à voir mes libraires avec ces deux livres qui n'étaient pas encore des livres physiques. Les manuscrits sont presque arrivés aussi du moment que la maison d'édition a été annoncée, parce que ça va assez vite. Il y a des journaux professionnels qui relayent un petit peu. Donc j'ai reçu des manuscrits alors que les livres n'étaient pas encore sortis, et notamment une personne qui me félicitait sur la qualité de mes premiers livres alors qu'ils étaient même pas encore à l'imprimerie. Voilà. Et donc très vite, vous vissez votre plaque d'éditeur, il y a une sorte de bouche-oreille, il y avait eu un ou deux articles, mais à peine, dans la quinzaine, des choses comme ça, et les manuscrits arrivent très très vite. Et puis bon, comme vous avez fait une sorte d'immatriculation sur les pages jaunes ou des trucs comme ça, donc je pense qu'il y a des gens qui prennent des listes et qui envoient les textes. Donc les manuscrits, le matériau est arrivé assez rapidement. Bon, la nouveauté depuis 5, 6 ans, 7 ans, je ne sais plus, c'est que maintenant les manuscrits arrivent beaucoup par Internet, voilà, hein, donc sans tri, ce qui diminue un peu ce qu'on reçoit par la poste. Mais autrement, le flux, c'était un manuscrit par jour, voilà, dans la boîte aux lettres. Maintenant, avec cette histoire d'envoi massif par Internet, maintenant c'est 4-5 manuscrits par jour, quoi. Voilà. Ah ouais, si on fait les choses comme un bon élève en lisant tous les manuscrits qu'on reçoit et tout, c'est plus de 24 heures par jour presque. Enfin bon, donc ce qui veut dire que ça impose des choix assez rapides, superficiels sur quelques pages, et puis ça s'est traduit dans les faits par une accumulation de retard. Donc quand je répondais au bout de 2 mois à un manuscrit dans les premières années, c'est devenu 3 mois, 4 mois, et maintenant j'ai des manuscrits auxquels je n'ai pas répondu, qui ont sont arrivés de plus d'un an, et je ne me sens pas obligé de répondre aux manuscrits que je reçois par Internet. Donc ça, c'est pas... voilà. Et je me sens pas obligé de les lire aussi, parce que bon, c'est quand même un peu chiant de lire des choses sur Internet. Enfin, c'est pas le confort du tapuscrit.
Donc je me sens pas obligé. Puis surtout dans la démarche par internet, il y a souvent voilà, on choisit pas l'éditeur. Moi ça me semble être la moindre des démarches. C'est un petit peu de savoir ce que l'éditeur a publié et de se sentir en proximité avant d'envoyer un texte, ce qui est pas toujours le cas. Donc on a des traités de marketing qui arrivent, des souvenirs de Tantalis à la plage et plein d'autres choses. Mais bon. Après, c'est ce genre de manuscrit, ça vous prend une demi-heure, même pas, mais c'est en quelques pages. Et puis, ce dont je me suis aperçu au fil du temps, c'est les ravages que peut faire la lettre de présentation d'un manuscrit, quoi. Enfin, et ce qui est terrible, c'est que ce sera jamais un plus, la lettre voilà, ce sera souvent un moins. Donc, quand vous avez une sorte de mauvaise lettre de présentation, qui en dit trop, quand on fait des tonnes et tout, ça me donne vraiment pas envie d'aller sur le manuscrit, quoi. Ah ouais, des problèmes, est-ce que j'ai repéré des problèmes Non, moi j'ai plutôt vu au fil du temps une sorte de qualité d'écriture qui augmentait. Enfin, voilà, bon, on est dans un pays civilisé où les gens font des études pendant un certain temps. Donc, les gens savent à peu près écrire. Après, bon, ça n'en fait pas de la littérature. Bon, donc après, c'est les défauts, les adverbes, et puis des gens qui ont même s'ils ont un beau métier, un grand niveau d'études, écrire c'est encore autre chose, quoi. Donc on est sur des trucs hyper scolaires, et puis avec des thématiques que je me souviens au tout début, il y avait beaucoup de bouquins de cul. Avec voilà ça, et puis là ça s'est un petit peu atténué. Ils doivent penser que je suis un peu trop vieux pour m'intéresser à ça, voilà. Mais les défauts, oui, les défauts qui font qu'au bout d'une page, on n'a pas envie d'aller plus loin, quoi. Hein. Ah, mais moi, voilà, c'est qu'on m'emmène, c'est-à-dire que aussi bien au niveau de l'histoire que de l'écriture, qu'on se laisse porter. La plus belle, enfin, quand on commence un manuscrit, déjà d'aller à la page suivante, c'est bien, quoi. Et puis quand vous faites 5 pages, 6 pages, 10 pages, et puis que ça coule, c'est ça qui est très bien. Mais, donc ouais, moi je veux, je suis un lecteur, hein, donc je veux que ça coule, quoi, comme ça. Après, où j'ai fait un petit peu des progrès, peut-être, c'est que je suis capable d'apprécier des écritures ou des livres qui sont pas forcément mes lectures de chevet, hein, et de reconnaître quelqu'un qui écrit, qui a un univers, alors que ça me touche pas forcément. Hein, bon, c'est arrivé quelques fois simplement, ça, mais non, c'est le rêve, c'est d'être pris voilà, comme ça, d'aller presque à reculons sur un texte, et puis comme ça, tourner une page, 2 pages, et puis de faire ça en 1 heure, quoi, enfin 1 heure, 2 heures, de le poser, d'attendre un peu, hop, de reprendre le truc et dire, ah bah si, ça fonctionne. C'est toujours un petit peu, voilà, on s'emballe aussi sur des textes, hein, et la première impression, j'aime bien aussi reprendre un petit peu de recul parfois, et puis de laisser mariner, et puis de voir si à la deuxième lecture ça tient encore la route. Le retravail est léger quand même. Enfin, bon, je connais des éditeurs qui sont capables de faire changer des parties, voilà. Alors, moi, j'accepte le texte dans un premier temps, et après, on retravaille à la marge. Voilà. J'arrive pas à me projeter sur un texte sur lesquels les 2 tiers ne me conviendraient pas, quoi. Enfin, après, c'est un autre problème quand tu as déjà un auteur et qui te présente un nouveau manuscrit. Donc voilà, alors là tu es capable de le faire un petit peu plus travailler, mais bon, quand tu vas à rebrousse-poil sur un texte, il faut pas insister. Ah ben c'est sur des détails, enfin sur des histoires de compréhension de l'histoire. Je pose des questions, je dis mais pourquoi il y a ça, pourquoi il y a ça, et puis après on est sur donc ça c'est sur le récit en lui-même, et après on est sur des petites corrections stylistiques, des petites choses, l'adverbe de trop, ben là je connais tout de suite, moi je suis dans un travail, enfin pas de réécriture, mais plutôt de coupure, hein,
enlever. Voilà. Donc je reviens à ce que disait le grand maître de la fosse aux ours, qui est Mario Rigonister, enfin qui est le fil rouge un peu du catalogue, qui disait, mais c'est pas le seul, hein, il disait écrire, c'est couper. Voilà. Donc c'est un peu la ligne directrice. On enlève le gras, on enlève l'auteur qui se fait plaisir et qui met 5 lignes avant pour arriver à son petit truc et qui nous perd pendant 5 lignes. Et voilà, c'est ça. Mon petit combat modeste. Mais c'est quand même l'auteur qui a raison. Ouais. Donc, je m'incline, on a des discussions, mais si à la fin l'auteur me dit je maintiens, je maintiens. Voilà. Je me souviens d'un livre avec un auteur qui se passait où il y avait une unité de lieu. Ça se passait, on aurait dit une tragédie grecque, ça se passait au même endroit et tout. Et à un moment, je ne sais pas pourquoi il le fait sortir de ce lieu-là, parce qu'il l'emmène dans une autre partie de l'Italie dans laquelle il avait séjourné. Et je pense que il y avait un petit côté syndicat d'initiative du coin. Et je lui dis, mais c'est une erreur. Tu peux pas le faire sortir de cet endroit-là où il est enfermé en plus. Et ben il est sorti. Il a fini par sortir, le garçon. Voilà. Qu'est-ce qui me fait décrocher Bon, c'est méchant. À un moment, un texte peut être bien, mais ça va pas aller plus loin. Donc voilà, ça peut être ça. C'est-à-dire que même si un texte me semble, moi j'ai une optique, c'est est-ce que je peux en faire un livre, voilà. Et donc je commence des textes qui sont plutôt de qualité et tout, mais je vais pas aller plus loin. Voilà. Ça c'est le côté haut des manuscrits plutôt bons et tout comme ça. Mais voilà, t'as plutôt un bon manuscrit, mais qu'est-ce que tu vas en faire, quoi? Enfin, est-ce que tu te vois aller le défendre devant des représentants, devant des libraires, essayer de grappiller un article sur la presse? Enfin, voilà, donc ça, c'est ça. Après, qu'est-ce qui me fait arrêter? C'est le côté déjà vu, et puis l'écriture aussi. Hein. Je crois qu'il y a des choses rédhibitoires. Voilà. À un moment, tu te dis, non, c'est pas possible. Mais ça, tu t'en aperçois quand même assez rapidement. Tu te fais pas piéger à la page 180, quoi. Enfin, ça, tu l'as. Voilà. Donc, voilà, un manuscrit, c'est très douloureux pour les auteurs. Moi, je le regarde pas comme un service public de la lecture que je devrais faire et dire là ça va pas. Non, c'est pour la fosse aux ours. Donc, est-ce que je pouvais pouvoir faire quelque chose de ça, en sachant que la fosse aux ours publie 4 à 5 livres par an, et que là-dessus viennent des livres des auteurs qui ont déjà publié à la fosse aux ours. Donc, il y a quand même assez peu d'espace à la fosse aux ours pour des nouveaux textes. Les nouveaux textes, c'est un par an et pas encore tous les ans. Hein. Et de trucs parfois reçus par la poste. Enfin, souvent reçus par la poste. Chopin est arrivé par la poste, Madeline Roth est arrivé par la poste, Jackie Schwartzman est arrivé par Internet. Enfin bon, il y en a. Voilà. Ouais, c'est un peu ce genre de choses. Non, j'ai pas fait attention autrement sur le reste, sur une sorte de changement de style dans les années depuis 20 ans. Plus d'autofiction. Non, je l'ai pas tellement vu. Ça. Non. Je suis passé à côté, hein, voilà. Donc, non. Alors sur des préfaces, sur des trucs, non, mais autrement non, jamais. En revanche, ce qui m'est arrivé 2 fois, mais jamais j'ai sollicité un auteur, même en lui disant vous n'avez pas un texte pour moi, jamais. Et en revanche, 2 fois, j'avais lu des textes d'auteurs en me disant j'aimerais bien éditer ces auteurs, et un jour, comme par hasard, dans la boîte aux lettres, il y avait un texte de cet auteur, puis quelques temps après, un texte de cet autre auteur. Bon, après, il y a plein d'auteurs que j'aime beaucoup, que j'aimerais bien qu'ils m'envoient des textes. Et bon, mais 2 fois, c'est arrivé comme ça, une sorte de petit miracle. Mais non, je sollicite pas des auteurs. Après, j'ai eu des livres où j'étais pas l'initiateur du projet, bon, je pense à un livre sur l'accueil des immigrés, voilà, qui était une sorte d'acte de colloque. Ça me semblait important de les faire, mais c'est pas moi qui avais initié le projet. Il y a eu un livre sur Rousseau au moment du bicentenaire de sa naissance, du bicentenaire.
tricentenaire de sa naissance. Voilà. C'était plutôt la région Rhône-Alpes qui avait initié le projet. Donc c'était avec Lionel Bou, et puis j'avais rajouté, parce que je trouvais ça un peu austère, on avait rajouté Géraldine Koziak pour faire des dessins. Voilà. Et elle avait fait un dessin où c'était un portrait de Rousseau après sa mort. Voilà. C'est-à-dire que Rousseau était mort et elle mettait portrait de Rousseau une année après sa mort. Et voilà, mais autrement, non, il n'y a pas, j'ai pas de commande. Et puis après, voilà, quand j'ai commandé des préfaces, des choses comme ça, qu'est-ce qu'on fait avec ça? Ça me terrorise. Ça. Qu'est-ce qu'on fait avec une mauvaise préface? Alors une fois, on l'a refusé. C'était avec un traducteur. Et puis une autre fois, j'ai un petit peu enlevé des choses parce que voilà, ça s'est pas très bien passé non plus. Et dans le premier cas, je me souviens, c'était un grand philosophe qui faisait la préface. Il avait dit, mais si ça ne vous plaît pas, ne la prenez pas et tout. Puis quand on a dit qu'on la prenait pas, je crois qu'il n'était pas très content. Qu'est-ce qui pèse dans la balance? Alors jamais la dimension, jamais je me dis, je vais peut-être faire un coup avec ça. Voilà. Donc dans ce qui pèse, c'est l'envie. Enfin, qu'est-ce qui te fait franchir le cap à un moment où tu dis, on va signer un contrat, on va engager des frais, parce que c'est ça au début, on engage des frais, voilà. Mais c'est parce que le livre te plaît et que voilà, tu le vois en bouquin, ce truc-là, tu le vois en bouquin, tu te vois en train d'en parler au libraire, et voilà. Donc ça veut dire que tu as pris du plaisir à la lecture, voilà, c'est l'envie de l'auteur de ça. Moi, j'ai pas envie de m'embêter avec des trucs en me disant il y a peut-être un potentiel, enfin ou ce type a déjà écrit des choses extraordinaires, celui-là est pas terrible, on va le faire dans un premier temps, d'avancer des pions comme ça, c'est pas possible. Quand tu fais 4-5 livres par an, c'est pas possible. Et puis voilà, moi je sais pas parler des livres que j'aime pas, quoi. Enfin, c'est pas voilà, je peux pas aller, voilà, je sais pas mentir. Donc, je sais pas mentir. Alors, ça me rappelle une petite anecdote, mais c'était Chardonne, c'était Déon qui racontait dans ses souvenirs. Il invite Chardonne sur l'île de Spetsailles, et puis il fait boire un peu du Redzine, qui boit des canons, hop. Et puis Chardonne, il commence à dire, moi, quand j'écris aux gens, j'ai 2 papiers à lettres. J'ai le papier à lettres blanc où je dis la vérité. Et puis le papier à lettres à carreaux, et je dis pas la vérité. Et là, Déon, il se lève immédiatement, il monte dans sa chambre et il va voir ce que Chardonne lui a écrit sur son dernier bouquin. Et tu comprends que c'était plutôt du papier à carreaux. D'abord, qu'est-ce qui a évolué? Je trouve que techniquement, ça n'a jamais été aussi facile de fabriquer un bouquin. Voilà, ça. Donc, et ce qui devait être un avantage, ça ne semble pas forcément un avantage. C'est que moi, quand je discute avec mes copains qui étaient éditeurs depuis 5-6 ans avant que je commence, quand ils te parlaient de la fabrication d'un bouquin, mais c'était d'une complexité. Des machines, tu faisais case par case, enfin voilà, c'était. Et nous, moi je suis arrivé avec l'ordinateur sophistiqué. Alors au début, j'envoyais pas de fichiers, on imprimait sur des calques. Enfin, on envoyait à l'imprimerie des calques renversés à l'envers, et puis bon, ça a très très vite évolué. Donc techniquement, ça a évolué. Ce qui a évolué, c'est aussi. J'ai l'impression que nos amis libraires gardent les livres de moins en moins longtemps aussi. Hein. Donc avant, moi j'avais l'impression au tout début qu'un livre pouvait un peu s'installer. Et là, faut aller très vite, quoi. C'est-à-dire que le livre doit être relayé sur les réseaux sociaux, avoir de la presse tout de suite dans les premiers mois, et au bout de 2 mois, voilà. Je suis désolé. L'histoire du le bouquin, s'il n'a pas marché, il revient surtout en littérature. Hein, ça, c'est impitoyable. Puis un bouquin qui revient en littérature chez toi, il ressort pas. Quand c'est en sciences humaines, tu peux imaginer qu'une année il sera prescrit à la fac. Comme ça. En littérature, c'est fini, quoi. Hein, donc, le catalogue de la Fosse aux Ours, où maintenant il y a 140 titres, il y a des titres qui sortent une fois par an. Hein. Donc ça, c'était voilà l'histoire des retours de libraires de plus en plus rapides. Ça, voilà, je trouve que ça, c'était une évolution. J'ai eu aussi toujours l'impression d'avoir une référence à un âge d'or. Enfin, c'était un petit peu mieux avant, voilà. Donc aussi, mais je ne sais pas si c'était vrai, quoi. Et donc, moi, j'ai commencé à
les premiers livres, le livre italien, j'ai dû faire 20 services de presse. Dessus, j'ai dû avoir 7-8 articles. Maintenant, j'en fais 200. J'ai toujours mes 7-8 articles et encore sur les bons numéros. Je trouve que l'accès à la presse est devenu aussi très très compliqué. Enfin, voilà. Et alors on essaie de s'adapter. Sur certains bouquins, j'ai pris une attachée de presse, ce qui sort. Voilà. Et maintenant, non seulement tu vois des éditeurs, même des petites structures, parce que les petites structures, elles n'ont pas d'attaché de presse à elles externalisent ça. Elles ont non seulement l'attaché de presse pour la presse, mais aussi la personne qui va s'occuper de surdiffusion en librairie, une sorte d'attaché de presse en librairie. Donc, une attachée de presse, c'est entre 2000 et 3000 euros par bouquin. D'utiliser les services d'un surdiffuseur, enfin d'un attaché de presse en librairie, c'est à peu près les mêmes sommes. Donc, pour autant, tu n'auras pas forcément de meilleures ventes. Je trouve que c'est devenu de plus en plus difficile de vendre des livres. Oui, alors ce qui a évolué aussi, moi je trouve, c'est peut-être plein d'autres choses que je maîtrise pas, mais ce que je vois, c'est que des livres qui étaient mis en place en librairie à 1500 exemplaires, les mêmes livres sont mis en place à 700 exemplaires. Donc le tirage moyen baisse. J'avais jamais de livre en littérature étrangère qui était placé à moins de 1000 exemplaires en librairie avant de voilà. Et maintenant, de temps en temps, je suis à 500, 600, ce qui, sur la littérature étrangère, pose un problème, parce que en plus de tous ces frais annexes sur les attachés de presse et tout, il y a le coût de la traduction qui est un coût fixe. Et donc, voilà, donc ça veut dire que quand votre livre sort, que c'est une traduction que vous êtes à 500 ou 600 exemplaires, vous perdez de l'argent, vous avez sorti de l'argent tout de suite. Et après, voilà. Et après, les ventes aussi, moi je trouve sur des bouquins un petit peu analogues, se sont un peu érodées au fil du temps. Alors, c'est peut-être propre à la Fosse aux Ours qui maintenant fait un peu partie du paysage, c'est un peu installé, mais qui suscite peut-être moins d'enthousiasme qu'au départ. Hein. Enfin, voilà. Moi, je me souviens, j'avais des discussions au début avec des libraires. Quand j'envoyais un bouquin, il frétillait. Maintenant, il frétille un peu moins. Hein, ou il y en a moins qui frétillent, je sais pas. Ah non. Alors, faire de la traduction, ça, c'est devenu avec cette baisse ce que je disais, des baisses de tirage, baisse des ventes globalement, c'est devenu compliqué de faire une traduction. Donc, on a besoin un peu d'aide du CNL, d'aide de la région qui un petit peu amortisse le coût de la traduction, parce que quand on fait une traduction, on signe un contrat avec l'éditeur en lui versant un avaloir. Donc ça, c'est le temps de la traduction, ça peut durer 1 an, 1 an et demi, 2 ans. Donc voilà, on commence à sortir de l'argent 1 ou 2 ans avant que le livre ne soit paru. Et le traducteur, on lui paye sa traduction, enfin parfois plusieurs fois, mais tout de suite, il y a au moins la moitié du prix qui est versé. Et puis la moitié à la remise de la traduction. Donc vous sortez de l'argent de façon très précoce par rapport à la parution du bouquin. Donc ça peut poser un problème. Et puis quand vous avez un bouquin de 400 pages, un bouquin de traduction, c'est 8 000 euros minimum. 8 000 euros, faut vendre derrière plus de 2 000, 3 000 livres. Et vendre 3 000 livres actuellement, ça peut être compliqué. Donc, ces 3 dernières années, j'ai fait moins de traductions. Mais c'est pas, c'est pas une sorte de choix éditorial. C'est un petit peu des contraintes. C'est un petit peu des contraintes, ça. Je sais pas. Érosion des lecteurs. Alors non, les lecteurs lisent autre chose. C'est-à-dire que avant la lecture, mais ça, c'était le livre et le journal. Maintenant, les gens lisent des contenus, mais ça sur Internet. Et notre temps de lecture, il n'est pas extensible. Ça, je pense que, alors, ça se fait un petit peu au détriment. Je pense qu'il y a aussi de la télévision. Les gens regardent moins la télévision et donc plus aussi lisent sur Internet. Mais voilà,
À un moment, quand tu lis pendant 2 heures par jour, 3 heures, tu peux pas aller plus loin. Enfin, puis tu lis toute la presse aussi maintenant sur Internet. C'est passionnant. Moi, je lis des journaux italiens. Là, je vais sur les sites, des articles. Et ben, c'est autant de temps que tu passes pas à lire des bouquins. Donc, après l'érosion, oui, pendant longtemps, on nous a dit que c'était constant. Et puis là, on est en train de dire que ça baisse un peu. Voilà. Et puis, moi, j'ai l'impression aussi que les lecteurs, ils vont plus sur ce qu'on appelle le cœur de l'offre, quoi. Enfin, on va plus sur les blockbusters littéraires. Je sais pas si ça se dit, mais voilà. Donc, c'est ouais, ça devient compliqué. Ouais. Ouais. Alors, avant, j'avais un métier. Là, je travaillais dans un office H&M, j'étais juriste et tout. Ouais, je gagnais pas beau. Pourtant, c'était le service public, mais je gagnais plus qu'en étant éditeur, oui, ça c'est sûr. Puis j'avais mon abonnement à Télérama et tout. J'étais un bourgeois. Là, l'édition, c'est moins confortable. Mais après, il y a des gens qui, oui, je me suis toujours payé comme éditeur. C'est-à-dire, je me suis toujours versé un salaire. Voilà. Et sauf que ce salaire, en ce moment, je ne crois pas qu'il soit au-dessus du SMIC. Bah ouais, non. Enfin, bon, il y a toujours quelques auteurs qui vivent de leur plume. Mais après, ce qu'il y a, c'est que c'est pas le livre qui rend riche, c'est les sortes de droits, de trucs dérivés. C'est-à-dire qu'un auteur, il va aller en résidence d'écriture, il va animer des ateliers d'écriture. Il peut écrire des scénarios aussi, et c'est là-dessus, c'est sur les choses autour. Il peut gagner des prix littéraires aussi, à chaque fois c'est 2 000, 3 000 euros, mais quand on touche 8% de livres qui se vendent entre 8 et 10% de livres qui se vendent à 1000 exemplaires, c'est sûr qu'il y en a assez peu qui vont s'engraisser. Alors le conseil aux jeunes auteurs, c'est de cibler sa maison d'édition, c'est-à-dire que voilà, les gens, moi, sont très désarmés. Alors, d'abord, il y a beaucoup de gens qui écrivent des textes qui ne lisent pas. Donc ça me semble vraiment étonnant, parce qu'après, quand ils t'appellent, alors au début, je répondais à tous les appels au téléphone. Voilà, et donc j'expliquais. Enfin voilà. Puis maintenant, je prends plus les appels. Et les gens sont très démunis. Moi, je les trouve très démunis, c'est-à-dire que quand tu leur dis d'aller voir dans leur bibliothèque ce qu'ils ont comme bouquin, t'entends, ils disent qu'ils n'en ont pas, voilà, donc ça c'est clair. Et puis, ils connaissent pas ce monde de l'édition, et donc ils repèrent pas un éditeur, ils repèrent le livre, donc le conseil que je donne, c'est d'envoyer des manuscrits avec les éditeurs aux éditeurs avec lesquels on a des affinités, quoi. Et ça demande un petit travail préalable. Et voilà, donc. Si l'auteur il fait ça, il évite d'envoyer son traité de marketing à une maison d'édition de littérature. Ouais. Après, d'envoyer un manuscrit par la poste, d'abord c'est un vrai investissement. Ça coûte quand même très très cher, hein. Pour un jeune auteur, c'est compliqué. Donc l'envie d'envoyer ça par Internet, c'est tellement plus facile. C'est tellement plus facile. Et puis maintenant, je pense qu'il y a beaucoup d'éditeurs qui lisent sur écran. Enfin, je trouve que c'est quand même tellement plus confortable le manuscrit. Mais le jeune auteur, il doit. Et puis, j'ai vu tellement de textes aussi de gens qui n'avaient rien à dire. C'est-à-dire qu'on a l'impression que par exemple, pour un journaliste, s'il n'écrit pas son bouquin, il a raté sa vie. Mais non, faut pas. Moi, j'ai vu tellement de catastrophes. On n'est pas forcé, quoi. Enfin, c'est pas. Ou de libraires, parce qu'il y a pas beaucoup de libraires qui sont édités. Donc, il y a certains libraires, ils se mettent à écrire, mais c'est pas grave. Enfin, voilà, on peut se réaliser autrement. Voilà. Puis, ouais, il y a des gens qui n'ont rien à dire. Hein. Enfin, ça, c'est très clair. Hein. Mais il y a une sorte de statut social du livre, on a l'impression. Et puis bon, quand vous êtes pianiste, vous savez vite vos limites. Peut-être vous êtes tout seul face à la copie, là. Donc, je sais pas, ça donne des envies. C'est dur à écrire. Hein. Ah, alors, oui. Non, moi, ce qui m'a toujours frappé, alors,
c'est que l'édition française est très centralisée, même s'il y a eu des petites... Bon, Actes Sud, c'est une des réussites de ces 20-25 dernières années, est partie de Arles, mais bon, après ils ont des bureaux à Paris, faut pas rêver, et puis il y a des maisons d'édition intéressantes à Bordeaux, un peu partout, mais moi je trouve l'édition française très centralisée, et en Italie, peut-être parce que c'est une autre histoire, hein, les maisons d'édition sont disséminées dans tout le pays. Alors, il y a des maisons d'édition à Rome, beaucoup à Turin, à Milan. Une des maisons les plus qui vend le plus de bouquins en Italie, elle est à Palerme, hein, Celerio. Voilà, donc il y a voilà cette sorte d'éclatement de la vie éditoriale en Italie, ce qui me semble être un des points qui nous différencie les plus des Italiens. Après, ils ont la notion de rentrée littéraire, ça n'existe pas. Donc, ils peuvent sortir des bouquins au mois de juin. Ce qui nous, maintenant, en littérature, c'est compliqué de sortir un bouquin à partir d'avril. C'est-à-dire que ça aussi, c'est un truc dingue. C'est-à-dire que les gens commencent... il y avait sur Facebook une journaliste de l'Express qui disait qu'elle avait reçu déjà le programme de janvier de chez Grasset. Donc, voilà. Donc, les livres, on est encore... mi-octobre et on est déjà passé à janvier. Et c'est pour les livres qui sortent en août. Maintenant, les avant-programmes sont envoyés, début avril. Donc, quand tu sors un bouquin avril-mai, les libraires sont passés à autre chose. Hein, donc c'est vrai, ça devient très compliqué. Et ça, donc nos amis italiens ne subissent pas ça. J'en sais rien. Ok. Voilà. Non, ça doit être la même chose. Hein. Voilà, je vois chaque année des nouveaux auteurs apparaître dans les maisons d'édition. Après, je connais pas leurs conditions. Je pense que c'est la même sociologie qu'en France. Ça. C'est un truc qui bouge pas. Les Italiens sont aussi cultivés que nous. Voilà, donc j'ai pas l'impression qu'il y ait une différence énorme. Après, la France est un pays qui protège ses éditeurs, hein. Il y a le Centre national du livre qui protège les auteurs aussi. En Italie, ce côté, quand je discute avec des éditeurs italiens, les aides, s'ils ont des aides, ils interviennent en tant qu'acteurs économiques. Hein, pas parce que c'est une entreprise culturelle. Alors qu'en France, c'est quand même les éditeurs sont clairement aidés pour leur production culturelle. Hein. Donc ça, c'est aussi une différence. Et puis les bourses d'auteurs, il y en a. J'ai l'impression que c'est pas très très répandu en Italie. Hein. Donc voilà. Et même ça s'est vu pour pendant cette période de Covid, hein, on a été quand même très protégés. L'Italie, c'était zéro. Les entreprises en Italie, alors des restaurateurs ou des trucs comme ça, nous, on a été surprotégés. La France a surprotégé. Alors, c'est la création, le statut d'intermittent qui a été prolongé, enfin des trucs comme ça. Et en Italie, là, j'ai discuté avec un hôtelier restaurateur à Bergame. Il a eu pour tout 30 000 balles, mais ce qui est énorme, mais sauf qu'il avait des loyers de 9 000 € par mois, quoi. Enfin, les mecs, on les a laissés. J'ai un autre copain qui a une boîte il accueille, enfin, c'est du tourisme, c'est une sorte d'hôtel aussi, pareil. Ils ont eu zéro, quoi. Nous, on a été surprotégés. Enfin, tant mieux. J'espère que ça servira de leçon, enfin, à nos petits artisans poujadistes, enfin, dont je fais partie, qui râlent. Maintenant, ils ont compris quand même que les impôts, ça pouvait servir, quoi. Enfin, c'est pas sûr, hein, qu'ils en tiennent compte, hein, de ça, mais les restaurateurs, surtout au moment du deuxième confinement, ils ont été surprotégés. Mais non, ils ont été protégés. Voilà, c'était sur les loyers. Après, tu peux pas vivre pendant des années comme ça, mais on a été... Ouais, je sais pas. Le type qui commence à écrire, est-ce qu'il pense à ça? Enfin, je pense pas. Ça vient dans un deuxième temps, là. Tu ne penses pas à ça. Enfin, si tu penses à ça, t'es mal parti dans la vie, quoi. mais c'est vrai. Il y a des bourses pour les écrivains au niveau de la région, au niveau du CNL. Voilà. Alors ça te permet pas de vivre de ça, mais
c'est toujours quand même assez agréable de dire pendant 6 mois, je peux souffler, faire un truc. Mais après, qu'est-ce qui fait que c'est une belle surprise, c'est que derrière ça marche un peu quand même. Oui, après j'ai reçu, oui, moi, mon petit Antoine Choplin là, je l'ai reçu par la poste, hein, ouais. Il y a des auteurs comme ça. Là, j'ai sorti en 2020 un petit texte de Madeleine Roth aussi, qui est une libraire d'Avignon, qui était un texte sur. Au début, ça parlait d'un voyage à Turin. Donc je me suis dit super et tout. Puis en fin de compte, Turin c'est le décor, mais elle parle d'elle quoi. En fait, donc c'est une rencontre. Elle doit partir avec son chéri à Turin et son chéri au dernier moment la plante. Parce que c'est la maîtresse, elle a le rôle de la maîtresse et la femme de ce chéri, elle perd son père, donc il annule le voyage et elle va toute seule à Turin. Donc je m'étais dit, elle va me donner, je la suis dans les rues de Turin, mais à peine, elle parle son temps à boire, elle se soude dans sa chambre d'hôtel et à aucun moment elle parle de Turin. Mais voilà, ça fait partie. C'est pas forcément voilà, ça m'a fait plaisir ce texte parce qu'il y a un vrai univers chez Madeleine Roth. D'introspection, enfin, elle raconte sa vie mais de façon très modeste et tout. Je suis pas un grand fan de l'autofiction là, mais et là c'est très touchant. Donc elle a un univers cette Madeleine comme ça et je suis content de faire des textes comme ça. En plus, bon, il a eu un réseau, ils ont des réseaux, c'est tac, donc il s'est vendu tout seul ce petit livre. Des scores modestes, hein, mais ça c'est plutôt très très agréable. Non, des bonnes surprises, ouais. Et puis moi, les bonnes surprises aussi, c'est rencontrer des auteurs, mais c'est rencontrer aussi des traducteurs. Hein. C'est comme il y a beaucoup de grande part, et j'ai eu la chance de rencontrer François Maspero, qui a traduit un livre en espagnol, des livres en italien pour la Fosse aux Ours. Donc à un moment tu rencontres tes modèles, quoi. Enfin c'est génial. Et puis, oui, des rencontres avec Rigoni Stern aussi. C'était, moi, j'avais lu les livres. Et à un moment, je fais le voyage à Asiago. Asiago, c'est un haut plateau à 1000 mètres d'altitude, là, au nord de Venise, là, un peu au nord, voilà. Et tu vas voir quelqu'un dont t'avais apprécié les livres avant et et tu montes sur le plateau, là. C'était magnifique. T'arrives, il y a une sorte d'arc de triomphe, énorme, là, il y a la sonnerie aux morts, parce que l'Arc de Triomphe, il est au cimetière, là, parce que là, c'était la ligne de front de la guerre de 15-18 en Italie. Et puis tu rencontres ce type, là, qui était un des plus grands écrivains italiens, et qui est mort, mais qui est toujours, qui a appris à l'école, quoi. Et tu vas vers un type d'une simplicité. C'est ça, les grandes rencontres, ouais. De rencontrer Hubert Mingarelli, avec qui on a fait un bouquin, voilà, c'est plutôt des moments, la façon dont je fais ce boulot, je ne conçois pas de rapport conflictuel avec les auteurs. Enfin, on est vraiment dans la même barque, voilà, et galère, voire galère. Et donc ça peut être que bien, quoi. Enfin, Alors après le Covid, Madeleine Roth, je l'ai jamais rencontrée. C'était la première fois que je ne voyais pas un auteur français. Hein, voilà. Donc, comme je la vois souvent sur Facebook, j'ai l'impression de la connaître, mais je l'ai pas. C'était la première fois que je rencontrais pas physiquement un auteur. Voilà, et là, il y a eu un bouquin à la rentrée, Bazout, et pareil, j'ai mis beaucoup de temps à rencontrer l'auteur, et je l'ai rencontré 5 minutes. Et demain, je la rencontre plus parce qu'elle vient faire un petit truc à Lyon, là, c'est une signature, voilà. Mais je l'ai vu 10 minutes. Non, c'est voilà, rencontrer les auteurs, ça se passe plutôt bien. Et moi, je me souviens d'un éditeur qui disait le livre est publié, en parlant de l'auteur, c'est la guerre, comme ça, avec un truc un peu sadique. Et moi, je peux pas me payer ce luxe-là. Enfin, voilà, donc c'est plutôt enrichissant. Et puis les auteurs t'enrichissent, pas. Voilà, tu dis des choses, j'apprends des choses, moi. Même dans les manuscrits, j'apprends. Une fois, je lis un manuscrit, puis ça parlait de Saint-Sébastien. Alors Saint-Sébastien, on a toujours représenté les flèches dans le corps et tout comme ça. Et donc c'était dans le manuscrit, ça, le mec et Saint-Sébastien, il meurt pas, en fin de compte. Il meurt pas. Alors quand il est comme ça, parce que, alors on dit que c'est les soldats qui lui tirent dessus, donc il évite les parties, les trucs vitaux. Et donc après,
il le décroche là et il est soigné par Irène là. Donc il y a des représentations d'Irène qu'il soigne. Mais ça, je l'ai appris dans un manuscrit. Après, j'ai creusé le filon là. C'est les représentations de Saint-Sébastien, là, toujours extatiques. Voilà. Donc moi, je m'enrichis en lisant des manuscrits. Je progresse, hein, même à mon âge avancé. Non. Alors, le monde anglo-saxon est venu à moi avec j'ai un auteur, John Tittensor, qui est à Lyon. Et puis, non, il y a très peu de textes. Il y en a un qui n'est pas n'importe quel texte, c'est le plus grand livre jamais écrit sur le rugby. Donc voilà. Et donc voilà, ça c'est le seul texte en anglais. Hein. Donc c'était David Storey, Ma vie sportive, qui est le plus grand livre écrit sur le rugby. Le jeu à 13 exactement. Mais bon, alors je m'étais fait engueuler parce que j'avais la couverture est verte et pour assortir au vert, j'ai mis une sorte de représentation des années 30, une sorte de tableau un peu naïf d'un match Galles-Irlande. Donc maillot rouge, maillot vert. Et là, il y a le directeur technique national de la fédération de jeu à 13 qui m'appelle et qui me dit petit, comme ça, un truc comme ça. Il me dit mais qu'est-ce que c'est cette vignette là? À 13, les maillots, ils sont toujours rayés, bariolés comme ça, voilà. Et donc ça, il n'était pas content. Mais c'était un très beau livre. C'est la génération, on les appelait les jeunes hommes en colère, des gens très très engagés. Et donc ce livre a été adapté au cinéma par Lindsay Anderson, qui est le réalisateur de If, hein, qui avait été Palme d'Or à Cannes. Et c'est un film en noir et blanc. Et je trouve que le film est meilleur que le livre. Voilà. Et c'était donc voilà ma petite incursion dans le monde anglo-saxon. Mais ça peut revenir, c'est-à-dire qu'après, si un traducteur arrive avec un projet de bouquin qui me plaît, que ce soit Papouasie-Nouvelle-Guinée, moi je suis prêt. J'ai fait un peu de trucs allemands là, avec des romans dada, des trucs comme ça, illisibles. Non, j'ai toujours pas compris ce qu'il y avait dedans, mais voilà, Melchior Vischer là, c'est bien, mais voilà.